Bonjour à tous. Le décryptage du moment national. Vous venez de suivre le chef de l'État sur la gestion du Covid-19. On décrypte ce message-là du chef de l'État en plateau avec moi, l'ancien bâtonnier maître Jacques Migan, acteur politique, membre du bureau politique du Bloc républicain. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, les amis téléspectateurs pourront interagir avec vous, avec nous sur ce plateau dans une quarantaine de minutes. Mais avant, à vous la parole pour qu'ensemble nous puissions, on va vous dire, vous arracher ce que vous avez retenu de ce message-là du chef de l'État, ce que vous en pensez d'ailleurs, votre appréciation des stratégies, des choix du Bénin face à ce virus-là. Vous l'avez suivi avec nous à 2 reprises déjà, maître. Alors, vos premières impressions avant que nous puissions entrer dans le fond. Écoutez, je vous remercie déjà de me permettre de décrypter cette intervention du chef de l'État. Et vous avez dû le constater, le chef de l'État était grave, je dirais même très grave. Nous avions toujours vu le chef de l'État comme le chef du gouvernement. Mais c'est aujourd'hui le chef de l'État qui s'est exprimé. Parce qu'il s'est exprimé parce qu'il a compris que la situation dans laquelle nous sommes correspond à ce qu'on appelle une guerre. Il est le chef de l'armée, mais c'est la guerre sanitaire, accompagnée de ce que j'appellerais la guerre économique, la guerre financière. Et il faut avoir réellement, en ce moment, un homme fort, avec des idées fortes, avec des moyens forts, avec des stratégies fortes, pour que nous puissions répondre à ce que j'appelle le fléau du siècle, le mal du siècle. Pourquoi? Parce que nous avions, comme le monde entier, a été surpris par la violence, par le côté pernicieux, je dirais même, de ce virus. Oui, de sa violence. Et un virus qui a mis et qui a permis de voir la fragilité, je dirais, de l'homme, quel qu'il soit. La fragilité des gouvernants, la fragilité des gouvernants, quel que soit le continent. Ce virus, je crois que quand vous n'êtes pas armé, ou du moins quand vous ne prenez pas les dispositions qui s'imposent, vous pouvez passer à côté. Donc en écoutant le chef de l'État, par 2 fois, comme vous venez de le dire, j'ai observé qu'il a réellement pris conscience de cette gravité. Et cette gravité a commencé pas aujourd'hui, pas hier, pas quand on a constaté le premier cas de porteur de ce virus. J'entends par là le Burkinabé. Non. Tout à fait. Je crois que c'est en cela, d'entrée, qu'il faudrait apprécier la démarche du gouvernement, la démarche du chef de l'État. Parce que depuis le mois de janvier, lorsque l'on a entendu parler de ce virus, déjà à Covid-19, le gouvernement a commencé déjà par prendre les dispositions. Ce que l'on appelle gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, à travers les mots forts du chef de l'État, je crois que tout Béninois doit être réconforté. Parce que le chef de l'État a parlé d'une phrase qui doit beaucoup nous concerner. Ce combat, nous allons le gagner. Ce combat, nous allons le gagner. Mais nous, de qui parle-t-il? De tout le monde. On va d'ailleurs y revenir, hein, maître. Vous avez aussi évoqué brièvement, on va dire, l'anticipation du gouvernement. Si vous voulez, ça aussi, on va y revenir en appréciant avec vous, on va dire, les choix, les options. Mais quant à la demande, bien évidemment, de la journaliste de savoir pourquoi le silence, depuis justement janvier, le chef de l'État dit justement que c'est l'occupation, les analyses, les choix, tout ça peut occuper. Vous êtes satisfait, bien évidemment, le silence, même si on savait que la population avait cette attente-là d'entendre le chef de l'État? Vous savez, tout le monde suivait à travers le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, que le gouvernement était à la manœuvre. Je crois que tout le monde a compris qu'il parlait au nom du gouvernement.
Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Depuis le mois de janvier, des dispositions ont commencé. Quand vous prenez la première, je dirais, de cette disposition, c'est ce centre qui permet de recueillir d'éventuels porteurs. Et ce n'est pas seulement dans Cotonou qu'on a prévu ce centre. Le centre a été également prévu à Bomé-Calavi, à Natitengu. Et on aura dans toutes les communes, dans tous les départements, je dirais, les dispositions qu'il faut en cas de ce virus, de ce mal du siècle, comme je le dis. Donc, c'est pour vous dire que le gouvernement a commencé. Que le chef de l'État parle tout de suite ou qu'il parle maintenant, ce qu'il faudrait surtout retenir, c'est que le gouvernement était déjà dans l'anticipation de dispositions à prendre pour contrer ce mal. Et c'est en cela que je dis que quand on voit le comportement de nos compatriotes, ils n'ont pas du tout condamné ce silence du chef de l'État. Au contraire, à travers les mesures. Ils lisaient les mesures. Absolument. Ils savaient que ça venait du gouvernement. Ils savaient que ça venait du chef de l'État. Et ces mesures se traduisaient au fur et à mesure dans toutes les langues de notre pays. Ce que nous devons faire, comment nous devons faire. Et que le chef de l'État accepte aujourd'hui, à la veille, je dirais, de ce confinement partiel. Je crois que c'est encore, le moment est bien choisi. Tout le monde a compris à travers ce que le chef de l'État vient de dire en quelques mots, que oui, un homme est réellement à la manœuvre. Je peux le dire, et c'est en cela que je dis, tout le monde connaissait le chef de l'État comme un animal politique. Un animal, je dirais, économique, un animal financier. Mais on vient de voir le général. Là, on peut le dire. Parce que sa casquette aussi, c'est le chef des armées. Donc, il vient de prendre réellement la casquette de chef de guerre. Absolument, de chef de guerre. Merci pour le mot. Puisque j'ai dit que c'est la guerre sanitaire, économique, sociale, on pourrait aussi l'ajouter. Alors, le chef de l'État, vous l'avez déjà souligné, maître, était grave aujourd'hui, solennel, grave, mais quand même, là encore, vous avez relevé le mot qui n'est pas, c'est pas la première fois qu'on l'entend, et quand souvent il a dit, on sait qu'il a gagné vraiment la guerre. Alors, il dit, ce combat, nous allons le gagner. La gravité et cette accession-là, est-ce qu'il n'y a pas une certaine opposition? Vous savez, il faut décrire, il faut faire le constat. Tout stratège, tout chef de guerre, comme on le dit, explique, cherche à comprendre, avant de dire si oui ou non nous pouvons ou nous ne pouvons pas. Donc il nous a fait le constat de la situation en quelques mots. Et ce constat de la situation, il a rassuré dans un premier temps le peuple béninois à travers le mot qu'il a utilisé. C'est une affaire qui nous concerne tous. C'est une guerre qui nous concerne tous. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre les deux visions du chef de l'État? Entre la solennité et cet optimisme. La solennité et donc la gravité dont je parlais, et dont parle aussi le chef de l'État, c'est par rapport au mal. C'est par rapport au mal. La situation est absolument, grave. La situation était grave. Elle est grave. Je ne mets pas été, elle est grave. Or, on avait plusieurs solutions. Soit ne pas bouger, soit utiliser la politique de l'Autriche, soit l'affronter. Et je crois que c'est la troisième option que le gouvernement de mon pays a choisi, c'est-à-dire affronter le mal. Et quand nous voyons ce qui se passe depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je crois que nous devons comprendre que notre gouvernement, et avec le chef de l'État, réellement, la situation peut être gagnée et va être gagnée. Et c'est en cela que je dis que nous devons, en ce qui nous concerne, tous, Béninois, sans distinction aucune, comprendre que l'enjeu nous concerne tous. Et les mots, pour le dire, c'est-à-dire, ces mots appartiennent à chacun de nous. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est une affaire du gouvernement. C'est vrai que l'État non seulement doit agir, puisque conformément à la constitution de notre pays, monsieur le journaliste, l'État est aussi là pour assurer, je dirais, la santé de ses concitoyens. Or, quand on voit, à travers cette allocution du chef de l'État, on a compris que réellement, il y a des échanges avec des experts du domaine. Ils peuvent être
de la santé, de la pharmacie. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que, indépendamment des médecins, nous avons aussi la pharmacopée. Et nous avons ceux qui sont là pour réfléchir, pour trouver une solution. Et afin de pouvoir traiter ce mal. Nous avons aussi des économistes. Nous avons des chercheurs, nous avons un monde qui l'entoure, avec lequel le chef de l'État discute, échange. Et pour qu'il arrive à prononcer ce mot de ce combat, nous allons le gagner. Ça veut dire qu'il n'est pas seul à penser, il n'est pas seul à échanger. Mais quand on connaît l'homme, c'est bien lui. Parce qu'avant d'aller à décision, avant d'arriver là, ça veut dire que le chef de l'État a fait appel à toutes les expertises capables d'accompagner ou de trouver les solutions pour juguler ce virus qui est en train de faire mal avec violence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, maître, quand on vous entend, on vous écoute, bien évidemment, ça nous revient à l'esprit, bien évidemment, que les premières sorties du ministre de la Santé, c'était autour de début février, même un peu avant, sans doute, pour annoncer les mesures et tout ça, alors même que l'épicentre du Covid-19 était encore, on va dire, à Wuhan. Aujourd'hui, on peut voir cet épicentre-là ailleurs, si vous voulez, Italie, et aussi aux USA et un peu partout en Europe, par ailleurs. Alors, mais tout de même, autour de nous, dans la sous-région, il n'y a que les gens, ils sont allés fort, hein. On va dire, fermeture des frontières terrestres, aériennes, couvre-feu, état d'urgence. Le Bénin, vous avez évoqué le thème, on va dire confinement partiel, non, cordon sanitaire. Je préfère le mot cordon sanitaire. Absolument. Alors, pour être plus juste, est-ce que l'État n'y est pas allé aussi faiblement? Je vais vous dire, chaque pays va avec ses réalités. Je vous ai dit tout à l'heure que certains, avant même de connaître des cas de personnes contaminées par ce virus, avant même, certains pays ont pris certaines décisions. Mais nous, comme je vous le dis, la décision que nous avions prise au Bénin n'est pas une décision comme cela, tout simplement parce que nous avions longtemps anticipé. J'ai dit bien longtemps anticipé. Si on n'avait pas anticipé, nous aurions fait comme eux. Nous aurions fait comme eux, c'est-à-dire fermer tout. Et le cordon ne serait pas limité à certaines villes, mais à tout le territoire. À tout le territoire. Mais c'est l'anticipation. C'est cette vision qu'il faut saluer dans le choix qui a été fait par le gouvernement de mon pays, par le chef de l'État. C'est-à-dire, on n'a pas attendu pour dire tous ceux qui doivent transiter par le Bénin pendant alors que le problème se posait déjà en Asie. En Asie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, pour certains, ils ont pris les dispositions en Chine de fermeture, parce que c'était l'épicentre même. Alors que en Corée du Sud, comme à Hong Kong ou au Japon, ils ne sont pas allés à des solutions du genre. Donc, chaque pays tient compte de ces réalités pour agir. Et nous, si nous avions agi de cette manière en ne fermant pas complètement nos frontières, indépendamment de ce que je viens de vous dire, mais il y a aussi, il faut le reconnaître, quand vous avez des marchandises qui doivent venir de l'extérieur, des médicaments qui doivent venir de l'extérieur, fermons par exemple les frontières comme on le dit, interdisons l'accès des avions par exemple, l'atterrissage des avions. Vous avez vu comme moi, hier, Ethiopia Line est venu avec des médicaments en prévention au cas où. Donc tout cela, c'est des mesures qui ont été prises en tenant compte des réalités de notre pays et aussi parce que le gouvernement, lorsqu'il a su, quand il a été question de ce Burkinabé qui est arrivé, il y a eu une traçabilité. Il en est de même de l'Allemande, il en est de même, je dirais, des autres cas, des Ivoiriens et de ce Béninois qui est venu de la Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, on procède par suivi, c'est-à-dire chercher à comprendre. C'est-à-dire on n'a pas fait les choses de manière anarchique, c'est-à-dire on n'a rien improvisé. C'est ça le mot d'ailleurs. Rien n'a été improvisé. Tout se fait de manière organisée. Tout à l'heure, je vous parlais de cela que le chef de l'État, avant même que les cas ne se présentent, les dispositions qui étaient en train d'être prises, les échanges qui ont eu
avec les différentes personnalités à même d'accompagner le gouvernement. Et c'est fort de ça que cette décision, cette mesure de cordon sanitaire, ce cordon a été décidé. Et le cordon n'a pas été décidé tout simplement parce qu'il fallait tenir compte de ce que les autres font. Non. Tout de suite, même avant cela, le gouvernement a aussi prévu un budget pour accompagner. Je vous disais tout à l'heure qu'à Cotonou, avant même l'existence du premier cas, un centre était déjà prévu pour accueillir. Je vous ai dit également qu'à Bomekelavi, à Natitengu et dans les autres villes de mon pays, de notre pays, on a prévu aussi des centres pour éventuellement accueillir. Et en même temps, regardez les mesures qui ont été annoncées dans toutes les langues nationales. Et le relais qui se fait par les médias, par les crieurs, la communication a joué à fond. Donc, c'est-à-dire, nous avions fait ce que les autres n'ont pas fait. Quand vous prenez un pays comme la France, je ne vais pas faire de comparaison, mais je me dois de le faire. Je crois que s'ils avaient pris un tout petit peu ce que le Bénin a fait, je crois qu'ils auraient gagné en vie humaine aujourd'hui. Vous pensez que l'anticipation béninoise est meilleure que... Ah oui, je le dis avec force, puisque nous suivons aujourd'hui ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est en cela que je dis, les dispositions, vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui, et hier encore, au Bénin, sans être contrôlé, sans être mis en quarantaine, sans suivre un certain nombre de regards. Il y a déjà des caméras à l'aéroport qui vous surveillent. Parce que lorsqu'on constate en vous un certain comportement qui peut frimer, montrer ou démontrer que vous pouvez être porteur de ce mal, tout de suite vous êtes mis à l'écart. Tout de suite vous êtes mis à l'écart. Et le gouvernement non seulement a pris cette disposition, a prévu, je dirais bien, des pistolets pour pouvoir prendre la température à distance. Et cette mesure ne se sont pas limitées à l'aéroport, mais également au niveau de nos différentes frontières, que ce soit la frontière de Onubolo, la frontière Ilakondi, ainsi de suite. Et la formation a suivi. Il y a eu un comité de suivi. C'est ça que beaucoup doivent chercher à... Il faut que nous comprenions qu'on a mis sur pied, depuis le mois de janvier, un comité. Et ce comité travaillait sans relâche, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ils ont transformé ce qui se passe ailleurs, ils ont créé ce qu'on appelle une situation de guerre. Donc il fallait lutter contre ce virus. Donc ce virus, et comme je le dis, il faut, l'anticipation, ce que beaucoup n'ont pas fait dans la sous-région, et je vous ai donné également le cas de la France. Et vous avez observé que dès que le cas s'est présenté, on nous a fait comprendre qu'il a été pris en charge rapidement, il y a une traçabilité. Aujourd'hui, ce porteur est guéri. Il serait guéri puisque j'attends la confirmation. J'attends la confirmation. Ça se dit, mais j'attends la confirmation. Au niveau du ministère, justement au niveau du comité de suivi, pour l'instant, on n'a pas eu de propos à ce sujet. On suit, tout comme vous, la situation. C'est pour ça que j'ai utilisé le conditionnel. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué le cas de Shanghai, peut-être Hong Kong, et puis la Corée du Sud, qui, bien évidemment, ne se sont pas confinés, mais c'est des pays à capacité de test un peu trop élevée, on va le dire ainsi, dépassant même la moyenne au niveau européen, même au niveau de l'Allemagne, où le taux est quand même appréciable. Est-ce que ce n'est pas risqué, on va dire, d'avoir quelque chose qui ressemble à ces pays-là, alors qu'on n'a pas de capacité de test? Ce que je suis en train de vous expliquer, chaque pays fait en fonction de ses réalités. Ses réalités, ses moyens aussi. Absolument. C'est-à-dire, lorsque vous savez que vous avez un mal en face de vous, la première des choses, vous n'allez pas l'affronter. Il faut prendre de recul. Définissez vos stratégies. Absolument. Définissez ces stratégies. Absolument. C'est ça. On définit ces stratégies. Et c'est ce qui est en train de se faire au Bénin aujourd'hui. Parce que si on devrait faire comme tout le monde, alors que nous n'avions pas les mêmes réalités que la Corée du Sud, le Japon, la France, et ainsi de suite, là, nous chuterons. Et le chef de l'État l'a fait comprendre. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions économiques, les mêmes conditions financières. Il a parlé de la proportion, par exemple, de la population à revenu salarial, par exemple. Tenez, par exemple. On sait en France, comme dans les autres pays, que le salarié a un revenu. Combien de revenus chez nous? Et le chef de l'État a utilisé
une phrase qui est aussi très importante. Vous avez les gens qui donnent la popote avec les revenus de la veille. Donc c'est pour montrer que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais pour quand même épargner, pour pouvoir contrer, pour pouvoir lutter contre ce virus, nous devons faire, nous sommes en train de faire de manière stratégique, de manière bien réfléchie, de manière bien réaliste, ce qu'il faut faire. Et ce cordon qui a été mis sur pied, si nous le respectons, si nous respectons les consignes données par le gouvernement, je reprends encore la phrase du chef de l'État, oui, ce combat, nous allons le gagner, puisque aujourd'hui, on sait à peu près les zones où on peut avoir ce mal, s'il se confirme que les Béninois s'autodisciplinent, si les Béninois sont solidaires. J'entends pas solidaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que chacun dans son domaine utilise ce que nous appelons les moyens élémentaires. Laver les mains, relaver les mains, quelles que soient les circonstances. Ne pas se prendre comme nous savons le faire. Éviter d'être à plusieurs, éviter de s'enlacer, un certain nombre de choses, ne pas cracher par terre. Et lorsque nous devons éternuer ou lorsque nous toussons, de le faire dans le creux du coude. Donc c'est des mesures que nous devions faire comme ils le font. Les salutations ne seront plus comme nous le faisions hier. C'est-à-dire, il faudrait que nous nous saluions de tête. Ou encore, comme le disent certains, à distance, tout en faisant comme les Indiens ou les Hindous, si on peut le dire. Cette salutation qui se fait... Encore qu'on a nos coubettes propres. Hein, alors que nous avons déjà de manière traditionnelle, nous savons comment faire pour nous saluer. Donc, il faut que nous revenions absolument. De manière très élégante, oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans ce qui se décrit, ce que vous analysez, on sent quand même une part très importante de proportion laissée à la discipline, donc à l'individu lui-même. Le Béninois, la société béninoise, les Béninois dans leur ensemble, sont-ils, on va dire, à la hauteur de l'exigence de ce niveau de discipline? Vous savez, je l'ai constaté. Et je le vis à travers ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on a dit « Béninois, vous devez laver vos mains ». Quel que soit, enfin, dans les maisons aujourd'hui, à travers ce qu'on nous présente à la télé, quelle que soit la chaîne, on constate que les Béninois ont commencé par prendre cette disposition élémentaire. Avant de rentrer chez eux, ils lavent la main. Quand ils lavent la main, et quand vous allez dans les bureaux, vous constatez le même comportement. C'est le cas ici, lorsque je suis arrivé chez vous. Avant que je le traverse, en sortant de l'ascenseur, je me suis lavé propre la main. Donc, il y a déjà une prise de conscience à ce niveau-là. Donc, c'est à partir de cet exemple qu'on peut déjà dire que le Béninois est conscient de l'enjeu, de la gravité de la situation. Le Béninois a peur. Et le Béninois est l'homme aussi, lorsqu'il sait qu'il a peur, il sait comment se comporter, il sait comment faire. Le Béninois a peur du mal. Qui a envie de tomber malade? Qui a envie de mourir? Lorsqu'on vous dit que ce mal tue, ce n'est pas comme le sida où on peut se permettre, on peut prendre certaines précautions. Les antiviraux, absolument. Mais on vous dit que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un mal pernicieux, un virus pernicieux, un virus qui ne connaît ni blanc ni noir, qui tue. Et on nous le dit que 1000 personnes sont décédées, par exemple, en Italie, en une seule journée. Quand on le dit aux Béninois, il connaît, il sait qu'il y a une autodiscipline à assurer. Et donc, je crois que les Béninois ont compris l'enjeu. Et pour que le chef de l'État sorte aujourd'hui, dise aujourd'hui, c'est encore pour renforcer la gravité, pour expliquer aux gens, attention, nous devons ensemble travailler. Nous devons ensemble prendre nos dispositions. Nous devons ensemble contrer le mal. Et il a dit, le chef de l'État, quand il parle, il dit nous. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est à l'œuvre et à la manœuvre non plus. C'est tous les Béninois, puisque nous sommes concernés. Ça n'exclut, vous l'avez vu. On a dit, par exemple, au Burkina Faso, des ministres sont porteurs de ce... 5 au total. Oui, et nous l'avions vu également en Angleterre, où on nous a bien dit que l'homme fort, si vous voulez. L'homme fort, si vous préférez, le Premier ministre, est aussi atteint, contaminé par ce virus, porteur, je dirais, de ce virus. Donc, c'est un virus où il faut faire en sorte pour que les choses se passent au mieux, non seulement des intérêts de la population, mais des intérêts de notre économie.
C'est le deuxième pan de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand vous entendez un pays comme la France, mais pour accompagner le mouvement, la banque française, je dirais la Banque de France, accompagne avec 346 milliards de francs CFA. 346 milliards, et je ne sais pas comment vous l'expliquer. D'euros pardon, 346 millions d'euros, excusez-moi. Alors que dans d'autres pays, ils sont allés à 1000 milliards aux États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui touche l'économie, qui touche les finances. Et pourquoi? Parce que les gens n'ont pas vu venir. Or, quand vous parlez de confinement, comme cela se passe dans ces pays, vous imaginez ce que ça constitue comme perte, comme sociétés qui vont déposer le bilan, les salariés qui seront au chômage. C'est-à-dire la machine industrielle s'arrête. C'est le cas aujourd'hui. Mais quand on analyse de près ce qui se passe dans ces pays, c'est parce que pour le cas de la France, ils ont péché par économie. Parce que hier encore, ils avaient des hôpitaux qu'ils ont fermés. Ils avaient des produits qu'ils ont délocalisés. Quand on prend par exemple ces bavettes, ils sont obligés de les commander ailleurs. Alors qu'hier, ils les commandaient, ben, ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas. À force de délocaliser, à force de fermer les hôpitaux, on arrive lorsque un problème se pose à ce genre de situation. Ce qui n'est pas le cas de certains pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme Hong Kong également. Et nous, c'est notre cas. Nous n'avions pas fermé. Au contraire, nous sommes en train d'en ouvrir un peu partout. Or, pour faire des économies, ces pays occidentaux ont beaucoup fermé et se retrouvent maintenant devant un déficit de plateaux. Ils n'en ont plus. Ces masques, c'est le système, je dirais, sanitaire. C'est là où je dis, ça a montré la fragilité du système sanitaire de la France, du système français, je dirais même des pays occidentaux. Il faut le dire. Or, ce système, cette fragilité, nous l'avons aussi, ce problème. Mais ayant ce problème, nous devons créer les conditions. Heureusement que la source de ce mal n'est pas béninoise, elle n'est pas africaine. Et il faut qu'elle vienne de ces pays-là. Mais en prenant les dispositions, nous pourrions l'affronter, le contrer, je dirais, ce mal. Donc c'est là où il faudrait aussi voir comment procéder pour que nous ne tombions pas dans ce qu'on appelle l'affolement. Le chef de l'État l'a dit d'ailleurs, il faudrait que nous soyons, que nous le fassions dans la sérénité, avec sang-froid. Donc il faudrait que, avec sang-froid, avec les experts, on trouve les solutions en tenant compte de nos moyens. Et c'est parce que nous n'avions pas ces moyens extraordinaires que les uns les autres ont, qu'on ne peut pas se permettre de procéder comme eux. C'est vrai que dans son intervention, le chef de l'État, quand même, bien évidemment, n'oublie pas l'après-Covid, bien certain qu'il était que la guerre va se gagner, bien évidemment. Il n'a pas oublié l'après-Covid. Il faut, dit-il, quand même, maintenir debout cette petite structure économique que nous avons. Est-ce que les populations peuvent comprendre ça quand d'autres opposent à Covid des milliards? Est-ce que la population peut comprendre ça? Je crois que c'est une chance que nous avons. Le chef de l'État n'est pas médecin, mais il s'est entouré de médecins. Mais c'est un économiste. Et génie en économie. Je dis bien, il sait comment procéder dans de telles situations. Or, quand le chef de l'État a parlé de ce volet, en parlant tout à l'heure de cet ouvrier ou de ce béninois qui donne la popote avec les revenus de la veille, il sait de quoi il parle. Or, ce n'est pas l'homme qui, je ne sais pas, qui improvise. Non, ça veut dire qu'un calcul a été fait. Ça veut dire que dans l'intérêt du Bénin, je vous ai dit tout à l'heure, tout en recherchant la protection de nos concitoyens, de ses concitoyens, ils recherchent encore une sortie de crise pour que nous ne connaissions point une crise économique, une crise financière comme celle que nous avions connue en 2008. Donc, les dispositions sont, c'est-à-dire la lutte se fait sur les deux tableaux, et sur le plan sanitaire et sur le plan économique et financier. Je vais même plus loin, puisque si ça touche aussi le côté social. Bon, c'est vrai, puisque aujourd'hui on dit, dans les mesures qui sont prises au niveau du cordon sanitaire, que certains ne peuvent pas circuler en ce qui concerne les minibus.
Or, nous savons ce que ça peut représenter comme manque à gagner pour ces entreprises, ces acteurs-là. Et il en est de même pour ceux qui ont les bars, ceux qui ont les lieux de jouissance et consorts. En fait, pas le lieu de jouissance, surtout, j'entends par là les boîtes de nuit et consorts. C'est des manques à gagner pour cela. Et c'est en cela que il nous reviendra à nous Béninois au moment opportun, et le gouvernement et nous-mêmes, de faire des gestes pour accompagner tout ça sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Alors, maître, on va aborder quand même les dernières décisions qui sont, on va dire, qui sont quand même, qui concernent le cordon sanitaire, ce qui a vraiment fait peur à certaines populations. Le week-end a été très bien animé au niveau de Tokwa et au niveau de certains lieux d'approvisionnement de produits de base. Les gens ont cru que c'était un confinement. Vous, j'espère que vous n'en avez pas fait la confusion. Non, je n'ai pas fait de toute cette confusion, puisque il est dit que l'on peut toujours continuer à se ravitailler. L'on peut toujours continuer à se procurer ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait comprendre, il ne faut pas aller à fondement, et il faut avoir les décisions justes et ne pas écouter les rumeurs, les fausses nouvelles non plus. Non, je crois que il y a de quoi satisfaire les besoins de tous les Béninois pendant cette période qui va jusqu'au 12 avril, si mes souvenirs sont bons. D'une part, ce qu'on demande, c'est aux gens réellement de faire montre de discipline. En ce qui concerne ce qu'il doit faire, moins sortir. Vous pouvez faire votre ravitaillement pour 2, 3, 4 jours. Pourquoi pas pour une semaine. Et vous savez également que le Béninois, ce n'est pas l'homme qui... quand il sait comment s'approvisionner. Il sait comment faire pour juguler. Absolument, pour moins bouger. Et ça, je puis vous dire que ça va être respecté. Et bon, ce que je crois dans de telles situations, c'est d'expliquer, de communiquer, de sensibiliser, d'informer nos concitoyens sur les raisons pour lesquelles nous demandons pourquoi il est demandé ce genre de comportement en ces moments. C'est dans l'intérêt de chacun de nous. Donc, pas d'affolement, pas de ravitaillement au point où vous ne pourrez plus sortir. Vous pouvez sortir de Porto-Novo pour venir à Cotonou, comme vous pouvez quitter Cotonou pour aller à Bomé-Calavi. Tout ce qu'on dit aux uns aux autres, c'est que vous ne pouvez pas quitter Alada pour aller à Natitengu, pour aller à Parakou, pour aller à Savé. Vous restez dans ce cordon sanitaire. Et dans ce cordon sanitaire, même devant votre maison, vous pouvez trouver ce que vous voulez acheter. Donc, on a tout à portée de main. Et c'est là où, c'est ça qui fait la richesse des Béninois. Donc, en clair, les mouvements sont quand même, on va dire, toujours possibles à l'intérieur du cordon qui quand même regroupe la plupart partie du Alada, en tout cas, jusqu'à, on va dire, toute la partie méridionale. Absolument. Sont possibles, mais là encore, avec un grand amoindrissement de ces mouvements-là, faire en sorte de ne bouger qu'en cas de nécessité, une fois encore, l'autodiscipline. Si toujours, l'autodiscipline va dans tout d'ailleurs. Et lorsque nous avions fait toutes ces démarches, de revenir toujours à ces mesures dont j'avais parlé et que nous ne cessons jamais de répéter, toujours laver la main. Toujours avec du savon, ou si vous avez du gel hydroélectrique, l'utiliser. Donc je crois qu'il faudrait que les Béninois comprennent que la sortie dont on parle, c'est une sortie qui est réellement justifiée. Je pense que là, on allait l'annoncer, les téléspectateurs pouvaient déjà intervenir dans cette émission. Quelqu'un l'a compris, il est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous allons très bien d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez savoir qui est en ligne? Monsieur Aïtadji depuis Porto-Novo. Depuis Porto-Novo, monsieur Aïtadji, nous avons le plaisir de vous avoir. Alors, vous avez l'antenne. Tout juste pour un éclaircissement par rapport au cordon sanitaire là. Pour demander si ça concerne les particuliers, les véhicules particuliers par exemple. Si j'ai mon véhicule, j'ai des sorties personnelles, seul dans mon véhicule, je peux quitter le cordon sanitaire. C'est votre seule préoccupation? Voilà, c'est ma préoccupation.
Merci beaucoup à Etchedji et bien de choses à la famille déjà et à la population de Porto-Novo. Alors, Etchedji pose cette question. J'ai mon véhicule personnel, dit-il. Est-ce que je peux me permettre des sorties, sans doute des courses? Vous avez la réponse, maître? Oui, bien sûr, puisque tout ce qui est interdit, c'est les minibus et les bus. Et en ce qui concerne les M, ils peuvent circuler, mais à une condition qu'ils ne prennent pas plus de 2 personnes. Et en ce qui concerne les taxis, enfin, ils doivent avoir en dehors d'eux-mêmes, bien entendu. En ce qui concerne les taxis, il faut au maximum 3 personnes, 3 passagers si vous préférez. Quand on fait le schéma, ça fait une personne devant, deux personnes derrière. Pour essayer quand même d'avoir la distance sociale. Tout à fait. Mais quant au véhicule personnel, vous pouvez l'utiliser. Mais tout en sachant que pour aller au lieu de travail et revenir chez soi, puisque dans les conditions, dans ce que nous sommes en train de vivre, il n'est plus permis aujourd'hui, après le travail, d'aller dans un bar, dans un lieu de plaisance, ainsi de suite. Vous pouvez l'utiliser, mais de faire en sorte pour que dans juste pour les nécessités. Pour les nécessités, pas plus. Et ne pas prendre plusieurs personnes dans ce véhicule pour une question de sécurité, puisque normalement, la distance qui doit être observée entre les personnes, c'est de 1 mètre. Donc, je crois que c'est le moment de comprendre que il ne faut pas sortir pour sortir, mais sortir pour des raisons, comme nous l'avions dit, de nécessité impérieuse. Voilà, un autre téléspectateur est avec nous. Déjà, dis aux autres aussi qu'ils peuvent faire comme les deux en composant le numéro qui défile là en bas de votre écran. Alors, amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour Télé, bonjour monsieur l'invité. Bonjour. On m'appelle à l'état civil Loko André. Loko André, vous nous appelez d'où? J'ai une seule préoccupation. Allez-y. La seule préoccupation, c'est que nous avons des parents qui sont à la retraite et qui se retrouvent dans les zones de confinement. Maintenant, vu qu'on n'a pas anticipé le paiement de leur pension et que la période va tomber au cours de leur pension, je voudrais demander sous votre indulgence comment le paiement de leur pension se fera. Merci. Alors, ça c'est la préoccupation de André Loko qui, je pense, appelle de Possotomé. Sa préoccupation, elle concerne les personnes âgées. Déjà, avant peut-être de donner la parole à Maître, il faut quand même dire aux uns aux autres que si pour tout le monde, il est évident qu'on doit amoindrir nos déplacements, il faut en ces moments-là, prioritairement, on va dire, essayer de faire déplacer le moins possible les personnes âgées et les personnes fragiles. Absolument. Je crois que les personnes âgées, les personnes fragiles, autant que faire se peut, ne pas les faire déplacer. Et comme je le dis, le gouvernement, tout est évolutif. Il faut que les gens le sachent. Et le gouvernement prend en compte tout ce qui peut amener à améliorer les conditions de vie de nos citoyens en de telles circonstances. Donc, je crois qu'il y aura une solution pour régler ce problème et permettre aux gens de ne pas être sans leur pension. Parce que l'objectif que le gouvernement poursuit aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de chaque citoyen. Donc, il faudrait que ceux qui pensent qu'ils doivent accompagner un retraité, ils doivent aussi savoir que le retraité est l'homme fragile, puisqu'il a déjà dépassé un certain âge. À partir de 60 ans, bon, pour certains, j'entends, le risque est beaucoup plus grand. Encore que nous ne sommes pas confrontés à cela aujourd'hui. D'accord. Déjà, donc, sans doute, Loko André, pour ce qui concerne les sorties des membres du comité de suivi, sans doute que les réponses viendront plus explicites parce que là, nous sommes dans un domaine économique je crois que nous sommes suivis. Et tout ce qui est en train d'être posé comme question seront prises en compte par le comité de suivi. Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de cette émission, je crois d'ailleurs, ça permettra de comment améliorer le cordon et en même temps comment évoluer pour toujours lutter contre ce
efficacement. de manière efficace. On devrait avoir en ligne un téléspectateur sans doute lassé d'attendre, mais la ligne peut être, on va dire, occupée à nouveau si vous voulez, en tout cas par lui ou par bien d'autres. Le numéro file en bas de votre écran, c'est bien évidemment le 98 80 93 71. Vous pouvez interagir avec Maître Jacques Migan. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Nous ne vous entendons presque pas. Sans doute, essayez de diminuer le volume de votre poste récepteur ou juste bouger un peu pour que, on va dire, les commodités en termes d'audition soient plus agréables. Si vous êtes en ligne, bonjour. Je pense qu'il est parti. Donc, vous disiez, Maître, que cette émission, justement, a pour objectif de changer autour de la sortie du chef de l'État. Oui, aussi, de donner son opinion sur les stratégies, mais aussi, pourquoi pas, poser les problèmes qui... On a un autre en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez, présentez-vous. Pardon? Jules Bento depuis Parakou. Alors, juste Bento depuis Parakou, votre préoccupation? Demandez si Parakou aussi est concerné. Votre question, c'est savoir si le cordon sanitaire couvre aussi Parakou et ses environs. Je reverse la préoccupation à Maître Jacques Migan. Merci beaucoup. Merci d'avoir et je remercie encore votre émission ce jour qui permet aux concitoyens d'en savoir. À travers cette question, ça veut dire que nos concitoyens, nos compatriotes qui sont à Parakou n'ont pas encore compris que ça se limite à Lada, à Ouida, à Bomekalavi, à Cotonou, à Sémé, à Djara et à Pomisirité. Donc, c'est les villes qui sont concernées. Le cordon concerne ces villes que je viens de citer. Par contre, vous ne pouvez pas quitter Parakou et venir dans ce cordon sanitaire. Comme vous ne pouvez pas non plus sortir de ce cordon pour aller à Parakou. À partir, bien entendu, du 30, c'est-à-dire à partir de demain à 0h. Donc, il faudrait que les compatriotes sachent que Parakou n'est pas concerné. Ceci dit, les marchandises, elles, ne continuent pas à venir. Les marchandises peuvent sortir de Parakou et arriver dans ce cordon. Comme ce cordon, les marchandises peuvent aussi partir et puis aller jusqu'à Parakou. D'accord. Alors, je pense que nous avons un autre téléspectateur en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, bâtonnier Jacques Migan. Bonjour. Mon nom, c'est Distel Amoussou. Je voudrais déjà vous remercier pour le travail citoyen que vous faites. Et je voudrais passer par ce canal, inviter tous les Béninois au calme, à la pondération. Il n'y aura pas de panique. Et comme l'a dit le chef de l'État, nous avons les moyens de vaincre ce mal. Et la vie de chacun, de la cité, de la communauté, est dans la main de chacun. Je crois que le bon citoyen, le patriotisme, va nous convier au respect scrupuleux des consignes édictées par le gouvernement et les services compétents. C'est un mal commun et tous les Béninois, dans une unicité d'esprit, de vue, doivent combattre ce mal commun à nous, ce mal qui ne connaît ni sexe, ni obédience religieuse, ni camp politique, ni statut social. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de préoccupation. C'est une exhortation. C'est une contribution qu'il faut apprécier. Donc il faut
Et nous ne le dirons jamais assez. Et ce qu'il vient de dire doit être répété, quelle que soit la commune, quel que soit l'arrondissement, quel que soit le village, quel que soit le quartier. Et il faudrait que nous soignons, nous sensibilisions, nous communiquions. On doit le faire dans toutes les langues, le répéter. C'est ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne votre télévision. C'est-à-dire, je crois que vous êtes en train de faire ce qui doit être fait. Juste après ce message du chef de l'État, commencez déjà par communiquer et à échanger avec les uns les autres. Je crois que c'est une très très bonne démarche que ETélé est en train de mener. Voilà, donc juste dire que la ligne est toujours ouverte. Vous appelez, vous posez vos questions. Maître Migan va essayer donc de vous donner satisfaction, en tout cas à la limite de ses possibilités. Et je sais que ces possibilités-là, elles sont quand même, on va dire, intéressantes. Donc nous attendons vos appels. Le numéro, lui, il défile. Appel, présentation, vous posez vos préoccupations. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Vous pouvez diminuer le volume de votre récepteur et puis vous présenter. Bonjour. Je pense qu'on a un peu de difficulté avec cet appelant qui va sans doute encore chercher la ligne. Mais maître, vous parliez notamment des zones hors cordon sanitaire. Les entrées pour certains cas spécifiques sont possibles. Absolument. Avec une autorisation préfectorale. Absolument. Donc les préfets y veillent. Et je sais aussi que pour respecter ce cordon sanitaire, ces mesures qui ont été décidées par le gouvernement, il est bien spécifié qu'on mettra aussi sur le terrain... Un intervenant, on va le suivre et puis maître, vous posez. Bonjour à vous. Bonjour. Amis téléspectateurs, vous êtes en ligne. Bonjour. Décidément, nous avons on peine à vous entendre. Peut-être que vous nous recevez, mais là, du tout pas, on n'a pas le retour. Essayez peut-être de nous revenir. Maître, donc, vous parlez de ces zones hors cordon. Oui, hors cordon. Il faudrait, déjà dans la zone... l'intérieur même du cordon sanitaire, il faut réellement que la discipline règne, qu'on s'autodiscipline, qu'on fasse montre de responsabilité. Parce que l'enjeu, c'est nous-mêmes. On le fait pour nous-mêmes. Et il faudrait que nous comprenions que ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre ou faire plaisir à Moussa. C'est pour notre santé. Or, nous l'avions vu dans d'autres pays, les gens ont été jusqu'à prévoir des amendes pour ceux qui ne respectaient pas, pour ceux qui ne respectaient pas les mesures. En France, absolument. L'emprisonnement dans certains pays. En Italie, par exemple. Amis téléspectateurs, vous êtes en ligne. J'espère que nous aurons la chance de vous entendre. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors, présentez-vous. Oui, bonjour. Le plateau, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien et nous espérons que vous aussi. Pardon? Depuis où? Je vous reçois très faiblement. Nous, par contre, l'audition, elle est agréable chez nous. Alors, présentez-vous et posez votre préoccupation. D'accord. J'aimerais demander au maître en ce qui concerne les entreprises privées, puisqu'ils nous ont dit qu'il ne faut pas être plus de 10, nous qui avions de personnel à près de 15. Quelle décision allons-nous prendre pour cette semaine de confinement? D'accord, votre préoccupation est... Agréable journée à vous. Alors, maître, le cas... La santé avant tout. S'il est décidé que l'on doit être 10, dans ce cadre-là, il faudrait que les uns les autres respectent ce qui a été décidé. Quitte à l'entreprise de trouver les moyens pour les 5 autres. S'ils sont 15 par exemple, je prends le cas de mon entreprise, j'ai été obligé pour des raisons
bien précise de travailler par ce qu'on appelle le télétravail à domicile pour certains. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est la sécurité du travailleur avant tout. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous aviez 15, alors qu'il est bien dit qu'il faudrait avoir 10, dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, vous faites ce qui a été décidé dans l'intérêt de votre entreprise, dans l'intérêt de ces travailleurs, pour respecter ce que la loi a décidé. Et c'est là où commence l'autodiscipline dont je parle et que je ne cesse de parler. À vous de créer les conditions pour que tous les 15 ne soient pas là, dans l'intérêt, dans le respect, je dirais, de ce qui a été décidé. Parce que alors, si nous devons aller... On va recevoir l'autre intervenant très rapidement. Bien évidemment qu'on pourrait revenir sur ce que vous disiez. Allô, amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. Présentez-vous votre préoccupation. Nous peinons à vous entendre. Est-ce que vous pouvez un peu, on va dire, diminuer le volume de votre poste récepteur Ibrahim depuis Porto Novo. Oui. D'accord, votre préoccupation, Ibrahim. Bonjour, maître. Vraiment, c'est avec lui que nous suis. En fait, mais ce que, oui, mon préoccupation, c'est la prière de notre. Je voulais savoir, mais et c'est maintenant que le Bénin le Bénin est en train de prendre des mesures pour cette chose-là. Nous voulons savoir, est-ce que nous parlons de ceci, mais est-ce que nous... Très difficile en tout cas d'entendre Ibrahim. Je pense qu'il avait des préoccupations, notamment par rapport... Oui, il a des préoccupations. Malheureusement, nous n'arrivons pas à bien cerner ses dires. Un autre en ligne, bonjour. Un autre intervenant déjà en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Comment allez-vous? Présentez-vous. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je vais très bien. Moi, on m'appelle Basile. Basile, je pense. Vous appelez d'où? Le président des tradis praticiens du Bénin. Et je remercie beaucoup. Vous êtes toujours en ligne, Basile? Je pense que nous l'avons perdu, alors que c'est, on va dire... Alors que c'est un sujet qui aurait pu... Oui, tout à fait. Puisque en ces moments précis, on a aussi besoin des tradithérapeutes. Tout à fait. Certains déjà connus se sont déjà fait, on va dire, remarquer. Tout à fait. Par ailleurs, d'une manière ou d'une autre, notamment Monsieur Agon, par exemple, qui est en train de faire un travail formidable. En test au Burkina. Tout à fait. Et qui a été testé au Burkina Faso. Alors, amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes en ligne, essayez de rendre, on va dire, la réception plus confortable, sans doute en bougeant un peu de votre poste récepteur. De Porto Novo, mais vous pouvez nous rappeler votre nom? Oui. AJD. Je voulais intervenir tout d'abord pour dire bonjour à Maître Miga. Bonjour. Oui, bon, pour moi, est-ce que notre compatriote Agon là, qui fait des médailles au Burkina Faso, l'État a pas fait à lui? Bon, il faut que... D'accord, c'est votre préoccupation. Je pense que la ligne aussi... il demande si notre compatriote Valentin Agon, qui fait ce qu'il a dit, des merveilles au Burkina Faso, est-ce que le gouvernement, demande-t-il, pense à lui? C'est sa préoccupation. Non, je crois qu'il a dit lui-même dans une vidéo
qu'il est en contact avec les autorités de notre pays, le ministre en charge de la Santé, le ministre en charge du Commerce et puis le ministre en charge des Recherches. Je crois que c'est une richesse pour nous dans ce contexte actuel et il faudrait encourager de telles démarches de nos tradis praticiens. Je crois que le gouvernement suit de près, ils sont en contact avec le gouvernement béninois, avec les autorités béninoises. C'est vrai que ce qu'il a eu à faire a été testé au Burkina Faso avec succès. Mais comme vous le savez, tout se situe au niveau du dosage, je dirais, et aussi de comment procéder pour que ce soit efficace, reconnu comme tel. Mais ce qui est déjà heureux, et comme je le dis, c'est qu'il y a des recherches dans ce domaine et c'est en cela qu'il faudrait que nous fassions confiance à notre pharmacopée. Moi, je le dis, nous pouvons beaucoup procéder, surtout que ce qu'il est en train de faire, c'est le produit dont on parle aujourd'hui, la prise virile, comme il a dit lui-même, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme ça existait depuis et ça avait servi à d'autres traitements, avait servi pour d'autres traitements. Alors, il faut encourager. Nous avons un autre intervenant en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Essayez de diminuer sans doute le volume de votre post-récepteur. Présentez-vous. On attend à peine la salutation. Bon, la ligne n'est pas, on va dire, gentille avec notre intervenant. Donc, vous parliez de l'importance de ce qui se fait avec Valentin Agon, parce que là, même les grandes firmes, les grands laboratoires sont au charbon. Certains n'ont pas encore réussi à passer à la phase des tests. On peut dire que c'est bien qu'un Africain, au moins déjà, soit à l'étape des essais. Ça, c'est déjà important. Non, je crois qu'il faut, comme je viens de le dire, encourager de telles démarches. Je sais que le Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon accorde beaucoup de poids à la pharmacopée. Donc, les médecins de chez nous travaillent ensemble. Les chercheurs travaillent ensemble, j'entends dire. Et qu'un Béninois, avec d'autres, puisqu'il n'est pas seul, ils sont un certain nombre, travaillent avec les autres thérapeutes, thérapeutes comme on le dit. Non, c'est des choses comme je suis en train de le penser, à encourager. Et il faudrait que les gouvernements béninois et burkinabés, ensemble, encouragent cette procédure pour que nous puissions, pourquoi pas, avoir le traitement pour contrer ce virus qui est en train de faire des dégâts ailleurs. Hier encore, vous avez vu la lutte qui a existé entre M. Raoult, qui est médecin-chercheur à Marseille, par rapport à la chloroquine. Comme il a dit, le protocole de la chloroquine et l'azithromycine peuvent traiter ce mal, ce virus. Donc il ne faudrait rien négliger. C'est vrai que le temps est très court, mais je dis et je le répète encore, si tel est qu'on peut commencer avec ces médicaments qui sont trouvés par des Africains, reconnus sur le plan international, pourquoi pas? Mais je préfère ne pas aller très loin puisque c'est du domaine du gouvernement et je sais très bien que le gouvernement de mon pays, et surtout en ce qui concerne le ministre en charge de la Santé et M. Agon sont en contact et discutent et dans le cadre de cette recherche qui peut être salutaire pour nous, pour traiter ce mal dans l'intérêt pas seulement du Bénin, mais de l'humanité. Absolument, puisque ça touche le monde. Et il faudrait accorder beaucoup de prix à ce qui est en train de se faire, surtout qu'il dit que l'un de ses responsables, qui est un Français, atteint de ce mal, a été guéri. Alors, donc, c'est là où je crois qu'il faudrait qu'on prenne au sérieux ces recherches qui peuvent être salutaires. Amis téléspectateurs, vous êtes déjà en ligne. Bonjour. Allô, c'est un appelant sans doute féminin. Comment est-ce que vous allez? Bonjour.
des difficultés. Hein. C'est vrai que nous savons que vous êtes en ligne, sans doute que vous parlez, mais du tout pas, on ne reçoit du tout pas. Sans doute essayer de chercher à nouveau la ligne. Revenez-nous. Maître Migan est là pour répondre à vos préoccupations. On sera aussi heureux de vous avoir, de vous entendre. Maître Migan, vous parliez des entrepreneurs, de ceux-là qui ont en charge, qui ont employé plus d'une dizaine de personnes. Oui, absolument. Je pense aussi qu'il y a des possibilités, comme vous non, rappelez. Ça dit, il faut que quand certains travaux peuvent se faire à distance. Chez soi, par exemple, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, pourquoi ne pas aller dans ce sens? C'est vrai que ça ne peut point concerner toutes les activités. Mais si on peut utiliser le télétravail pour réguler ou juguler un tant soit peu ce mal, pourquoi pas? Tout est une question d'organisation et d'investissement. Et ça va dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que moi, je l'ai fait comme je suis en train de vous le dire. J'ai demandé à mes collaborateurs de rester chez eux, puisque le travail peut être fait à distance. Et pour ce faire, d'autres pourraient aussi le faire. Je le dis, nous avons aujourd'hui les moyens. Il suffit de donner ces moyens à ceux-là qui sont chez eux. Les nouvelles technologies le permettent. On peut travailler par le biais de l'Internet aujourd'hui, et surtout avec la fibre optique qui est accessible. Et le Bénin a investi plusieurs milliards dans ce schéma, et c'est le moment de l'exploiter. Et le ministre en charge du numérique l'a démontré tout récemment aussi comment accéder à certaines fonctions, ou du moins de l'administration. Et je l'ai entendu pas plus tard qu'hier encore, avec le responsable en charge du numérique, M. Adjovi Serge. Donc c'est là où je crois qu'il y a un réel développement fait dans ce sens, dans ce secteur, pour permettre aux entreprises de travailler à distance. Et c'est le cas, monsieur le journaliste, lorsque vous avez des personnels en dehors du cordon sanitaire, mais vous pouvez aussi, s'ils sont par exemple à Parakou, pourquoi pas travailler par télétravail. Donc tout est question d'organisation. Allez, la distance ne doit pas arrêter le travail, c'est ce que dit Maître Jacques Migan. Un intervenant est en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne, présentez-vous. Bonjour, nous vous entendons, mais très 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 faiblement. Amis téléspectateurs, je pense que c'est difficile, en tout cas de l'entendre. Maître Migan aiguise l'oreille, moi aussi. Je guise l'oreille pour bien entendre. Amis téléspectateurs, essayez de rechercher la ligne, revenez-nous, sans doute que la deuxième fois sera la bonne. Je ne sais pas si on avait eu entre-temps suffisamment de temps de parler de cela pour des cas spécifiques. Voudrait par exemple entrer dans le cordon, les démarches, dans la discipline, il y a des possibilités. Non, il y a toujours des dérogations, mais c'est des cas. Il faut que ces dérogations soient justifiées, parce que ce n'est pas du favoritisme, c'est pour des nécessités. Par exemple, si on doit conduire quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, alors c'est normal qu'on laisse passer, ou encore pour des raisons de dépôt de médicaments, par exemple. Non, je crois qu'il faudrait que le cas soit réellement justifié pour qu'on puisse laisser entrer. Mais ce qui est sûr, c'est bien réglé par le préfet ou les autorités compétentes à la matière. Un ami téléspectateur, déjà en ligne, un téléspectateur en tout cas, nous allons essayer on va dire, de le recevoir. Ami téléspectateur, bonjour. Allô, oui, monsieur? Oui, présentez-vous, madame. Oui, bonjour. Présentez-vous.
moi, c'est Madame Folaké depuis Calavi. Madame Falaké, depuis Calavi, votre préoccupation? Madame Folaké depuis Calavi. Votre préoccupation, madame? Alors, mais je vous remercie d'abord pour l'émission. Et je voudrais vous demander, voilà, il y a des gens qui sont en dehors du territoire et ils ont fermé les frontières. Je prends par exemple le cas du Togo. Voilà, il y a des gens qui sont en dehors du territoire et ils ont... Je crois qu'ils ont leur poste allumé en même temps. C'est sûr que le poste est allumé. Bien évidemment, ça, il y a de l'interférence. En dehors de ça, je pense que Madame Falaké de Dahomey Calavi pourrait, on va dire, déjà muter le poste. C'est possible, ou drastiquement diminuer le volume et essayer de revenir. Elle posait le cas des fermetures de frontières alors que des parents peut-être sont là-bas, voudraient revenir. Bon, j'espère qu'elle nous reviendra à temps pour repréciser sa préoccupation. Mais de toute façon, dans l'un ou dans l'autre des cas posés ici, et même dans d'autres cas dont les tentatives n'ont pas abouti, la discipline. Il faut qu'il y ait une discipline et que nous fassions monde d'autodiscipline. Le Togo a fermé ses frontières avec le Bénin, le Ghana. Je crois qu'il faudrait que les compatriotes respectent ce qui est prévu. Si nous devons on va essayer, maître, on ne sait jamais, peut-être que c'est Madame Falaké de Dahomey Calavi qui revient. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous, vous appelez d'où? Depuis Burkina. Depuis le Burkina. En tout cas, je remercie le gouvernement du Bénin. Voilà, les discussions qu'ils ont prises, c'est très même ici au Burkina encore, les décisions, où il y a un cas seulement, on laisse pas camion rentrer dans ce pays-là. Voilà, partout dans les provinces, un cas seulement, vous restez là-bas, vous ne rentrez pas, vous ne sortez pas, si c'est urgence. Et puis nous aussi au Burkina, on a respecté le couvre-feu c'est de 19h à 5h du matin. Tu vois personne dehors, chacun est sur lui. Voilà. Le gouvernement, les décisions qu'il a prises, c'est très bien ça. Tous les gens n'ont pas pris ces décisions-là. En tout cas, c'est pour nous, pour la famille. En tout cas, je vous remercie très bien. Merci beaucoup. Bien de choses à la famille et aux gens de Ouagadougou, au Burkina Faso, de toutes les façons. Non, ce qu'il faudrait, il n'a pas été jusqu'au bout puisque nous n'avions pas entendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il remercie déjà le gouvernement pour les mesures qui sont prises. Venant d'un pays comme le Burkina Faso, hier par exemple, moi j'ai eu des appels de compatriotes et puis d'amis qui sont à l'étranger, des confrères à moi, et qui ont appris les mesures qui ont été prises par le Bénin et qui vont entrer, qui étaient prises et d'autres qui vont entrer en vigueur à partir de demain à 0h. Et que beaucoup apprécient. C'est-à-dire, on ne peut qu'apprécier ces mesures parce que, comme je le disais tout à l'heure, gouverner, c'est anticiper. C'est là où les compatriotes, là où le monde international regarde le Bénin. Nous avions anticipé, on n'a pas attendu que le mal soit chez nous. Dès que le mal a été connu, lorsqu'on l'a connu qu'il y a un virus qu'on appelle le Covid-19, tout de suite le gouvernement a commencé par prendre les dispositions pour juguler ce mal. Et juguler suppose quoi? Les dispositions en cas de. Donc la prévention avait commencé depuis le mois de janvier. Un ami téléspectateur en ligne. Vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour, je suis revenue, c'est Madame Falaké. D'accord, allez-y, Madame Falaké. Et en fait, je posais une préoccupation. Ceux qui sont
au niveau de la zone sanitaire qui est concernée et qui sont en dehors du territoire actuellement. Voilà qui est la fermeture des frontières. Est-ce qu'à la réouverture des frontières, ceux qui sont là-bas peuvent revenir dans la zone sanitaire? Ou bien carrément, même si à la réouverture des frontières, ils ne vont pas revenir, et c'est quand le confinement va prendre fin qu'ils vont revenir dans leur maison. C'est véritablement ça ma préoccupation. Alors, merci beaucoup, Madame Falake. Bien de choses à la famille urgente d'Abomey Calavi. Merci. Alors, les gens qui sont en dehors du cordon sanitaire, qui résident dans la zone concernée par le cordon sanitaire, les frontières sont fermées, par exemple, à leur pays de résidence actuelle, si vous voulez, là où ils sont actuellement. Si pas, on va dire, pas extraordinaire, Absolument. les frontières étaient rouvertes là-bas, comment reviennent ces personnes-là, comment regagnent-elles leur zone? La question de Mme Falake. Non, je crois que les frontières sont fermées. Je prends le cas du Togo. Mais avant de traverser, il y aura toujours ce que nous avions le Bénin instauré, et la mise en quarantaine, à observer impérativement quel que soit celui qui entre. Que vous rentrez par chez vous, par voie terrestre ou par voie aérienne, vous devez respecter, subir cette mise en quarantaine pendant 14 jours, si mes souvenirs sont bons. Et une fois rentré, si se confirme que le cordon qui doit durer jusqu'au 12 n'est pas, si c'est levé, c'est normal qu'on vous laisse entrer. Et si ce n'est pas levé, vous ne pourriez pas rentrer dans le cordon sanitaire. Mais, donc, il y a deux prérogatives. La première, qui consiste, lorsque vous venez de l'étranger, alors que la frontière est ouverte entre le Bénin et le Togo, frontière fermée par le Togo, vous serez mis en quarantaine. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, une fois rentré, alors que vous avez envie de rentrer dans le cordon sanitaire, si les mesures ne sont pas levées, vous ne pourrez pas entrer. Mais une fois les mesures levées, c'est normal qu'on laisse entrer les uns les autres, y compris les Béninois. Deux étapes donc à suivre. Il y a un téléspectateur qui est déjà en ligne. Ami téléspectateur, bonjour. Allô? Nous vous recevons, présentez-vous. Allô? Allô, nous vous recevons, présentez-vous, madame. Allô? Essayez de diminuer le volume. Oui, bonjour. Présentez-vous. Oui, on m'appelle Maria Moupe. Vous nous appelez d'où? On m'appelle Maria Moupe. Oui, Maria Moupe, vous nous appelez d'où? Bon, à mon niveau. Allô, je vous entends très faiblement. Hein? Oui, allez-y, votre préoccupation. Pardon? Posez votre préoccupation, madame Moupe. Pourtant, chez nous, l'écoute est agréable. Essayez donc de nous revenir, madame Maria Moupe, et les autres téléspectateurs aussi pourraient, on va dire, se servir de la ligne pour les quelques minutes qui restent. Donc, le numéro, lui, il défile. Vous parlez donc du cas des personnes résidentes en dehors du pays, quelle que soit la personne, qu'elle soit béninoise, qu'elle soit étrangère, une fois rentrée au Bénin, la quarantaine est systématique. Elle est systématique dans son intérêt et dans l'intérêt de la population. Donc, je ne crois pas qu'à ce niveau, il puisse y avoir de complaisance non plus, puisque la rigueur s'impose en la matière. Et comme je l'ai dit, une fois le cordon, ou du moins les mesures levées, vous pourrez entrer sans problème dans le cordon sanitaire, mais tant que les mesures ne sont pas levées, vous ne pourrez pas. Alors, un autre téléspectateur qui tente donc d'interagir avec vous, Maître Mugan. Bonjour, amis téléspectateurs. Oui, allô, bonjour. Oui, présentez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Oui, je suis Oscar Okiasoba. Allez-y, votre préoccupation. Ma préoccupation est que moi, je suis fermier. Je prends mon cas. Je suis fermier, je réside à Kokokodi. D'accord. Est-il possible, alors que ma femme est à Mansi, où j'y vais tous les jours pour amener des vivres sur Cotonou,
est-ce que les gens qui pratiquent ces activités sont concernés par le cordon douanier? C'est ma première préoccupation. Première, oui, d'accord. Allez-y. Oui. La deuxième, ma seconde rapidement. préoccupation est qu'on a entendu parler de M. Agon, de ses merveilles sur le Burkina. Et en vous suivant le maître, j'ai cru croire entendre que ils sont en négociation avec, ils sont en discussion avec le ministre de la Santé. Mais personnellement, je pense que s'il fait de ces merveilles et qu'il est béninois, la première des choses que les Béninois auraient voulu est qu'il soit sur le territoire béninois. C'est vrai, nous compatissons pour les autres pays de l'Afrique, du monde entier, mais c'est d'abord le Bénin. Merci. Ce fut... D'accord. Maître, vous commencez par la deuxième ou la première? Non, je vais répondre aux deux en même temps. Mais commencer par la première préoccupation. S'il se confirme que c'est des marchandises vivant à Kokodji, c'est bien cela. Oui. Kokodji, Massé. Ben, les marchandises peuvent entrer dans le cordon sanitaire. C'est prévu. À condition, je le dis encore, que ce soit des marchandises. Puisqu'il y a une surveillance stricte. Il ne faudrait pas prétendre qu'on a des choses personnelles et évoquer le cas de marchandises. C'est toujours, comme je le dis, dans l'intérêt de celui qui est porteur de ces marchandises et dans l'intérêt de la population. Donc, il n'y a pas d'interdiction en la matière. Maintenant, en ce qui concerne M. Agon, je comprends la préoccupation de mon compatriote. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pourquoi pas? Mais je dis encore que les dispositions sont prises par mon pays pour que ce qui est en train de se faire par M. Agon et les autres tradithérapeutes puissent servir dans l'intérêt du Bénin. Et le problème se pose d'ailleurs ailleurs. Lorsque la France commande aujourd'hui des chloroquines ou encore des masques protecteurs, croyez-moi que ces pays les utilisent d'abord avant de servir la France. Tout à fait. C'est là où je dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc les dispositions sont prises pour que le Bénin soit satisfait par ce qui a été trouvé par nos thérapeutes, par M. Agon et tout le monde. Donc que je rassure les uns les autres qu'il en aura et pour le Bénin, pour le Burkina et pour les autres pays. Allez, un téléspectateur en ligne. Ami téléspectateur, bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne, vous pouvez vous présenter. Sans doute le volume du récepteur peut-être qui, avec l'interférence. Bonjour. On m'appelle Mouyetin Sertoris depuis Cotonou. Symphoris depuis Cotonou. Alors, votre préoccupation? Allô? Essayez de diminuer le volume de votre récepteur déjà. Ensuite, posez votre préoccupation. Oui, j'aimerais savoir si vous êtes abonné par exemple et vous voulez transférer un malade. J'aimerais savoir, vous êtes abonné par exemple et vous voulez transférer un malade de là-bas pour Cotonou qui doit rentrer dans le cordon sanitaire. Que faire, n'est-ce pas? C'est votre préoccupation, d'accord. Elle a été enregistrée par Maître Migan, un résident, si vous voulez, un habitant d'Abomey qui veut conduire, je pense, un malade dans la zone couverte par le cordon sanitaire. Que faire? Non, je crois qu'à Abomey, il y a un hôpital. Et quelqu'un qui est malade, qui a besoin de soins, qui peut être à Cotonou, à notre centre hospitalier universitaire. Je crois que c'est apprécié par les médecins. C'est les médecins qui apprécient et c'est pour cela que l'on dit qu'il y a des dérogations, il y a des cas
qui permettent à la circulation d'une zone où il n'y a pas le cordon sanitaire et l'entrée dans une zone couverte par le cordon sanitaire. Et dans le cas de quelqu'un qui est malade, c'est le médecin qui apprécie, l'évacuation et nous savons comment cela se passe. Mais vous ne pouvez pas de vous-même décider que je suis malade, utiliser cet argument sans voir le médecin et puis entrer dans la zone de cordon sanitaire. Donc il faudrait, là encore, comme je le dis, faire montre de rigueur, d'autodiscipline. Donc le transfert normalement se fait sur autorisation. Entre hôpitaux. Absolument. Donc c'est les hôpitaux, les experts, les médecins qui en décident. Donc ils ne vont pas laisser quelqu'un qui, alors qu'il y a un hôpital, si la personne peut être soignée à Bomé, on la soignera à Bomé. Mais si le traitement nécessite son transfert à Cotonou, ça se fera. Ça se fera. Un téléspectateur est déjà encore en ligne. Ami téléspectateur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est David Ranladé. J'appelle depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa, c'est au Congo. David, Oui. Votre préoccupation. Oui, s'il vous plaît, je salue Maître Migan. Je voudrais, par son intermédiaire, que le ministre de la Santé du Bénin félicite Agon pour que nous soyons sûrs que vraiment ils sont en collaboration vraiment. Parce que ici, tous les Béninois qui sont ici nous appellent déjà pour avoir les contacts de Agon. Merci. D'accord, David, depuis Kinshasa, c'est en RDC. Merci, bien de choses à la famille, à Okinawa, n'est-ce pas? Non, ce que je pourrais dire en la matière, un médicament est international, il est universel. Et la fierté du Bénin, c'est que à l'origine se trouvent des tradithérapeutes béninois, dont M. Agon. Et je crois que si les choses se confirment et semblent se confirmer, tout le monde en profiterait. Et on ne va pas, sur ce produit, dire que c'est uniquement pour le Bénin, pour l'Afrique occidentale. Et je crois aussi que nous devons encourager de telles recherches. Et le Bénin, le gouvernement de mon pays accorde beaucoup de prix. Absolument. Absolument. Et il y a un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se fait. Ils sont en contact. Et le ministre de la Santé et M. Agon. Et M. Agon l'a dit lui-même qu'il est non seulement en contact avec le ministre, son ministre de tutelle, le ministre en charge de la santé, de l'université des recherches, et puis il est également en contact avec le ministre de la Santé, puisqu'il est aussi médecin, et ensuite il est en contact avec le ministre en charge du commerce, puisque c'est un produit qui peut être absolument. Donc, soyez sûrs, j'apprécie beaucoup cette intervention qui vient directement de la RDC, ce qui veut dire que l'émission qui est en cours aujourd'hui est très écoutée et j'apprécie cette émission que vous aviez organisée pour ce jour pour permettre pas seulement aux Béninois mais aux Africains, quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe. Et ça confirme ce que nous disions au début de cette émission, comment le Bénin a pris les choses de manière responsable. Le gouvernement a pris les choses en anticipant. Et cette anticipation, est aussi ce qui est ce traitement qui est en train d'être trouvé par nos thérapeutes. Alors, un autre appelant est en ligne. Amis téléspectateurs, bonjour. Amis téléspectateurs, vous êtes déjà en ligne. Nous essayons de vous installer. Bonjour. Si vous nous recevez, essayez donc de diminuer le volume de votre récepteur ou tout au moins vous en écarter un tout petit peu pour rendre les choses plus simples. Bonjour. Il est parti, les aléas donc du direct, en tout cas, ce qui concerne surtout les téléphonies. Donc oui, on a reçu les appels de Ouaga, de Kinshasa, bien évidemment, de partout. C'est encourageant et c'est révélateur du fait que tout le monde est concerné et individuellement, chacun le sait. Absolument. Je crois que cela se confirme à travers les interventions venant de partout.
Et je crois, comme j'ai eu à vous le dire, j'ai été contacté par les amis depuis la France, depuis les États-Unis. Donc, la préoccupation, c'est l'appréciation des uns des autres, appréciation de cette démarche du gouvernement béninois. Vraiment, je crois que notre pays a fait les choses comme il devrait se faire, qu'elle devrait se faire. Elle devrait se faire. On va essayer de recevoir cet appelant. Amis téléspectateurs, vous êtes en ligne, bonjour. Votre poste récepteur a un volume un peu consistant, essayez de le diminuer déjà. Oui, l'interférence, votre récepteur, le volume. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Louis à Cotonou. On vous entend très faiblement. Essayez, comme je le disais, de diminuer encore le volume de votre poste récepteur. L'interférence, elle est perceptible. Il est reparti, je pense. Nous avons une petite dizaine de minutes pour ceux qui ont des préoccupations. Essayez encore, on va dire, de trouver la ligne. De toutes les façons, Jacques Migan est là pour essayer de répondre à vos préoccupations. Amis téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, le lieu de votre appel. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Adaléja Eustache. Vous appelez d'où? C'est Adaléja Eustache. Adandéjan, vous appelez d'où? On m'appelle Adaléja Eustache. Adaléja Eustache. Oui, il y a cette interférence-là. Un peu le volume, ou bien écartez-vous un peu de... Votre invité. Merci. Merci. Dis aussi. Allô? Oui, allez-y. Merci beaucoup. De continuer. Allô? Oui, nous vous recevons. Vous félicitez l'invité, demandez au chef de l'État de continuer. Vous avez une autre préoccupation? Merci beaucoup. Je pense que l'intervenant... il faudrait, comme on le dit dans notre langue, quand quelqu'un fait bien, il faut l'accompagner, il faut l'encourager, le remercier. C'est une démarche, c'est tout le gouvernement qui est remercié. C'est tous ceux qui contribuent, c'est nous tous. Ce remerciement nous concerne tous et vous concerne aussi les médias de mon pays, dans la communication, dans l'information. Et je crois que nous ne cesserons point, surtout en de telles périodes, de communiquer, sensibiliser. Il faudrait que nous continuions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est évolutif. Et le gouvernement va certainement, en fonction de l'évolution, prendre encore d'autres décisions. Amis téléspectateurs, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Votre nom? C'est Louis à Cotonou. Louis, vous appelez d'où? Je vous appelle de Porto-Novo. D'accord, Louis de... D'accord, à Vrancou. Votre préoccupation? Votre préoccupation, allez-y. Ok, moi je voulais demander à mon grand-papa qui est là que dès le lundi, est-ce que ceux qui sont à Porto-Novo peuvent passer à Cotonou? D'accord. C'est votre seule préoccupation, Louis. Elle a été enregistrée. Merci beaucoup pour l'appel. Bien de choses aux populations d'Afrancou. Donc, je réside à Afrancou, à Porto-Novo. Est-ce que à partir de 0h lundi, je peux bouger vers Cotonou? Non, je crois qu'on ne peut plus de Avrancou aller à Porto-Novo puisque Avrancou est en dehors du cordon sanitaire. Et j'en profite pour demander au préfet de veiller à la sensibilisation, à l'information et de demander aux maires pour que l'information passe. Et il faudrait que nos compatriotes soient au courant de mesures qui ont été prises, surtout qu'il y a un document qui est sorti là-dessus, un livre vert, pour expliquer
qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est pas seulement réservé aux seuls habitants du cordon sanitaire. C'est réservé à Aussi tous les à tous les Béninois. Béninois. Et c'est un travail qui mérite d'être pris à cœur par les préfets, par les maires, par nous tous. Parce qu'il faudrait que nous sachions que les mesures dont il s'agit concernent, je le répète encore, les villes comme à Promisrete, à Diara, Porto Novo, Sebin, Cotonou, à Gomekaravi, Ouida et Alada. Donc voilà les villes qui sont concernées par le cordon sanitaire. Les autres villes qui sont en dehors, je prends le cas de Adjoung, de Bonou, de Avrankou, ne sont pas concernées. Donc ces villes, vous ne pouvez pas quitter Bonou, vous ne pouvez pas quitter Avrankou pour entrer aujourd'hui à Misrete, encore moins à Adiara. Donc il faudrait que les gens le sachent que pendant cette période qui part de demain, lundi 30 mars à 0h, jusqu'au 12 avril, vous ne pouvez pas. À moins que vous soyez Détenteur d'une dérogation ou être venant avec des marchandises. Allez, un autre téléspectateur est en ligne. Intervenant, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, d'où est-ce que vous nous appelez? Nadia Moupé depuis Frijose. Nadia Ompé, depuis Frijose. Votre préoccupation? Bon. Allô? Votre préoccupation? Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Votre préoccupation? Je ne sais pas, s'il vous plaît. Essayez de diminuer le volume de votre récepteur et posez votre préoccupation. Nous qui sommes en ville. Allô? Oui, vous qui êtes en ville, allez-y. Nous qui sommes à Cotonou en ville. Est-ce qu'il est interdit de sortir chez nous, de notre maison, ou dehors, ou bien c'est possible qu'on peut être en ville pour nos affaires, les petites affaires là, on peut? D'accord, votre préoccupation a été notée. Merci beaucoup pour l'appel. Bien de choses à la famille, là-bas à Fijose. Alors, on est en ville, bien évidemment. On peut circuler, mais il faudrait que l'on sache que les sorties doivent être réellement pour des raisons de nécessité absolue. Parce que, bon, ce n'est pas interdit, mais il ne faudrait pas non plus se retrouver à des endroits où il y aurait plus de 10 personnes. Il ne faudrait pas non plus prendre des taxis où il y aurait plus de 4 personnes, c'est-à-dire dans le taxi, vous êtes 3 plus le taximan et dans des conditions bien précises. Et de savoir également que les bus et les minibus sont complètement aux arrêts. Et enfin, je dirais, pour la sortie, pour les affaires, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de prendre de ZEM. Vous le pouvez, mais pas vous serez le seul ou la seule derrière le ZEM. Au-delà de 2 personnes, ce n'est pas possible. Encore, comme je le dis, que les sorties ne soient pas des sorties intempestives pour aller, je ne sais pas, pour déambuler dans les rues. Parce que par les temps qui courent, prenons les dispositions pour ne pas être, enfin, respectons les consignes. Pour ne pas s'exposer. Pour ne pas s'exposer, c'est le mot d'ailleurs. Encore que, comme je le dis, les dispositions par le gouvernement sont en train d'être prises pour savoir qui ou qui n'est pas en contact avec tel ou tel. Allez, déjà, avant les décisions gouvernementales, les décisions qui concernent tout le monde, chacun doit quand même, on va dire, prendre ses propres décisions parce Absolument. que ce dont il s'agit déjà, c'est de la question de la santé individuelle. Déjà la santé d'abord, individuelle. La décision n'est pas tombée comme un coup près sur la tête, non. Il y a eu un temps pour permettre aux uns aux autres de prendre les mesures, les dispositions qui s'imposent. Donc je crois qu'il faut aussi saluer le gouvernement qui a donné le temps qu'il faut pour que les gens prennent les dispositions avant le 30, c'est-à-dire avant demain. Déjà, dire aux amis, déjà remercier les amis téléspectateurs pour les appels, la participation dans cette émission-là. Mais bon, le temps, on a dû arrêter les appels, pas parce que vous n'avez pas envie ou que vous ne bousculez plus la ligne, non, mais le timing compte beaucoup. Maître Migan,
noté et partagé l'information de cette disparition-là, celle d'un ministre français, de Jacques Chirac, puis ensuite même de Nicolas Sarkozy. À 75 ans, il s'appelle Patrick Dirigan. Il a tiré sa révérence aujourd'hui même par Covid-19, bien évidemment. Oui. Et là, il devient la première personnalité politique quand même européenne à être, on va dire, terrassé par Covid-19. Les chiffres, vous pouvez, à travers vos smartphones ou même autres moyens, les visiter. Ce sont des chiffres cataclysmiques. Chacun doit quand même prendre ses dispositions. Alors, dans ces conditions, il y a quelque chose à laquelle, en plus de la discipline, on fait appel la générosité, qui est l'une des plus belles expressions de l'amour de soi et aussi de l'amour des autres. Vous voulez appeler à ça, mais par exemple. Non, ce que je voudrais dire à mes compatriotes, c'est vrai, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le gouvernement a pris ses responsabilités. Nous devons aussi prendre nos responsabilités pour accompagner le gouvernement. À travers les mesures qui sont prises, le gouvernement certainement reviendra pour encore dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait que les compatriotes, que les sociétés, les entreprises fassent montre de générosité, de partage. Nul ne peut être heureux tout seul. Et nous sommes dans un contexte, je le dis encore, où on a besoin aussi de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent à travers le trésor public en ce qui concerne le gouvernement. Et c'est dans ce cadre, monsieur le journaliste, que je voudrais dire que la Fondation JAM offre un chèque de 1 million de francs CFA, ce n'est pas beaucoup, mais pour accompagner les actions qui se mènent aujourd'hui pour combattre ce fléau. Donc voilà le chèque de 1 million de francs CFA, 1 million offert par la Fondation JAM pour accompagner. Donc si des compatriotes, si des privés, si des sociétés, si des individus souhaitent faire pareil, il suffit tout simplement de libeller le chèque à l'ordre du Trésor public et de l'envoyer au ministère de la Santé. Et je crois que c'est faisable, ça contribue, c'est notre participation parce que nous parlons de solidarité, mais la solidarité passe aussi par là. Et comme l'a dit à justice le chef de l'État, tout à l'heure, nous avons des compatriotes qui donnent la popote avec les revenus de la veille. Or, il faut accompagner aussi ces personnes. En les protégeant, on se protège. Absolument, absolument. Donc, je crois que nous serons, en ce qui nous concerne, tous les Béninois, nous serons généreux dans cette période pour que nous allions plus loin. Nous n'avions pas les moyens comme les autres pays. Nous n'avions pas des milliards comme les pays industrialisés qui doivent nous accompagner, il faut le dire. Parce que, comme je le dis encore, ce n'est pas un mal qui trouve son origine chez nous. Ce mal vient de l'extérieur. C'est un mal importé. Et donc, ils vont nous accompagner, elles vont nous accompagner, je dirais même les institutions internationales, mais commençons d'abord par nous-mêmes. Par s'accompagner. Absolument. D'où le chèque tiré sur la Société Générale Bénin de 1 million de francs CFA, un chèque signé par sa présidente, Madame Anne de Verbizier, voilà, qui sera remis demain au ministre de la Santé. Chèque, comme je le dis, tiré sur la Société Générale au profit du Trésor public. Alors, merci beaucoup à vous, Maître Migan. Merci aussi, on va dire, aux membres, à tous les membres de la Fondation, à sa présidente, signataire d'ailleurs du chèque. Anne de Verbizier. Oui, tout à fait. Et aux autres généreux qui se sont déjà manifestés par du matériel ou même par des millions à l'endroit du gouvernement. Merci à tout le monde, tous les Béninois qui, à partir de l'appel le chef de l'armée qui appelle tout le monde à se muer en militaire dans la discipline pour que le combat tel qu'il l'a annoncé soit gagné. Maître, merci beaucoup pour on va dire la disponibilité de tous
les jours, de tout le temps. Amis téléspectateurs, votre compagnie a été agréable, votre participation aussi dans cette émission, elle a été agréable. Bonne journée à vous, les dernières dispositions pour pouvoir être, on va dire, à la hauteur des exigences de l'enjeu. Ne les négligez pas. À la prochaine.